certainement beaucoup de questions sur la thermographie infrarouge aux excitations micro-ondes appliquées à l'auscultation d'un élément de béton-armé. C'est notre troisième partie, la recherche. Alors, on a deux interventions qui seront aussi la conclusion de ces échanges sur l'innovation et les travaux publics. Franck Bachelet, vous êtes ingénieur de recherche à l'Université d'Artois, comme il est indiqué, sur le laboratoire génie civil géo-environnement de l'île Nord-France. Même chose avec cette engageur, réussir à présenter un sujet technique en quelques minutes. On vous écoute tout de suite. D'accord, merci de me donner la parole. Donc, je travaille, voilà, je travaille au laboratoire de génie civil et géo-environnement de l'Université d'Artois sur le pôle de Béthune. C'est une unité labellisée de recherche. C'est un laboratoire pluridisciplinaire dont les axes de recherche sont géomatériaux, géo-environnement, habitat et ville intelligente. C'est un laboratoire multi-établissement qui regroupe plus de 200 personnes. Les activités du laboratoire sont réparties sur 4 sites: l'Université de Lille, l'Université d'Artois, Junia et l'Institut Mines Télécom L'Île Douai. Alors, l'axe géomatériaux étudie le comportement des matériaux du génie civil et leur utilisation dans les ouvrages. Il développe des travaux expérimentaux et des modélisations numériques à différentes échelles. L'axe géo-environnement s'attache à comprendre et à apporter des réponses aux modifications des sols, sous-sols et eaux engendrées par l'activité humaine. L'axe habitat et ville intelligente développe des recherches qui se placent dans le contexte actuel de réduction des consommations énergétiques et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est dans cet axe que je vais vous présenter qu'on développe la thermographie infrarouge. Alors, si l'on s'en réfère à sa définition, la thermographie infrarouge est une technique de mesure de la température à distance à partir du rayonnement infrarouge émis par les objets. L'infrarouge, c'est un domaine des ondes électromagnétiques qui se situe entre les micro-ondes et le domaine du visible. Les infrarouges sont classiquement divisés en 3 bandes de fréquences qui correspondent à des caméras spécifiques. J'ai représenté ici l'évolution des caméras infrarouges. Depuis les années 40, où on avait des émulsions photographiques sensibles aux infrarouges, on assiste à une diminution des dimensions des caméras. L'offre en matériel infrarouge est actuellement très large, à la fois en choix technologique, en termes de prix et de performance. Une première méthode d'auscultation par thermographie infrarouge est la thermographie en ayant une approche passive. Les objets sont visualisés à l'aide de la caméra dans leur état thermique sans apport extérieur d'énergie. Les applications classiques sont l'inspection de bâtiments, d'installations électriques, l'utilisation dans l'industrie ou l'inspection sanitaire. Au sein du laboratoire, nous avons développé une méthode d'auscultation des chapes d'étanchéité. Si on regarde le schéma de droite qui représente une coupe schématique d'une chape d'étanchéité, si on a la présence d'un défaut d'adhérence au niveau de la chape d'étanchéité, on peut avoir une température au niveau du défaut qui, sous des sollicitations climatiques appropriées, ce défaut présentera une température plus importante en comparaison de la zone qui est bien collée. Ces différences de température pourront être relevées par la caméra infrarouge. Nous avons contribué au développement de cette méthode avec le CEREMA et l'IFSTAR en modélisant ces défauts et en accompagnant les équipes pour une validation sur les terrains, comme ici sur un viaduc ou sur une dalle test disponible sur le site du laboratoire régional des ponts et chaussées de Autun. J'ai repris ici quelques thermogrammes relevés lors de l'auscultation de bâtiments
Ils permettent de visualiser certains phénomènes de transfert thermique. Donc, ici, on voit un pont thermique au niveau du chaînage. On peut ausculter la structure de cette maison à ossature-bois. On peut visualiser des infiltrations d'air, voire d'eau, ou la présence d'un sol chauffant. Par opposition à l'approche passive, la thermographie active nécessite un apport extérieur d'énergie afin de provoquer l'apparition d'un gradient de température décelable à la surface de l'objet inspecté. Alors, les sources qui sont couramment utilisées sont des spots halogènes, des flashs, faisceaux laser, induction, micro-ondes, voire vibrations. On utilise différentes formes de signaux sous forme d'impulsions, de créneaux, signaux harmoniques, et différents algorithmes sont développés pour analyser les thermogrammes et souvent mettre en exergue les défauts des structures, méthodes temporelles, fréquentielles ou des traitements statistiques. Dans le cadre d'un projet sur l'auscultation des câbles de précontrainte, nous avons développé une méthode d'auscultation par thermographie infrarouge associée à une excitation par induction. Cette méthode permet de révéler la position des câbles, comme on peut le voir sur ce thermogramme. Donc ici, nous avons une poutre d'essai qui est disposée sur un inducteur en forme de U. Lorsque l'inducteur est en fonctionnement, le champ magnétique va créer des courants induits dans les armatures métalliques de la poutre. Donc, on aura la circulation de courant de Foucault qui, par effet Joule, vont diffuser de la chaleur jusqu'à la surface de la poutre. Cette chaleur va faire varier la température de la poutre et c'est le champ des températures pourra être relevé par la caméra infrarouge. Comme nous pouvons le voir sur les thermogrammes traités, permettent de constater la présence d'un défaut à l'intérieur de cette poutre expérimentale en comparant avec une image d'une poutre saine qui ne présente pas de défaut. Nous avons également testé cette méthode sur le terrain, comme lors de cet essai sur une poutre de viaduc. Nous voyons sur ce thermogramme que la présence d'un câble ou d'une armature passive se traduit bien par une élévation de température. Alors, la stimulation par induction des armatures présente cependant quelques limites. Une durée d'auscultation prohibitive supérieure à 20 minutes et, dans notre cas, une surface auscultée trop faible, de l'ordre de 50 cm, qui est la distance de l'inducteur que nous utilisions. Il existe d'autres techniques de contrôle non destructif qui présentent également d'autres limitations et inconvénients. Nous avons donc souhaité nous orienter vers la stimulation par micro-ondes afin de diminuer la durée de l'essai. Nous avons confectionné 2 parois d'1 mètre carré, une première paroi sans armature métallique et une deuxième avec un réseau d'armature métallique verticale. Nous avons ici une photo du dispositif expérimental avec l'antenne micro-ondes et la caméra qui font face au parement en béton. Dans le cas d'une excitation par micro-ondes, l'énergie qui est contenue dans l'onde électromagnétique se dégrade en chaleur au sein du matériau dit à perte électrique. Nous avons ici un exemple de thermogramme relevé avec et sans armature. En appliquant un algorithme de contraste, nous pouvons voir des modulations de température qui révèlent des zones plus chaudes que d'autres. L'emplacement de ces points ou lignes plus chaudes permet de localiser l'emplacement des armatures métalliques. Alors, j'ai repris sur cette dernière diapositive l'ensemble des phénomènes de propagation qui se produisent dans la paroi lorsqu'elle est soumise à un faisceau micro-ondes. Et on peut voir que c'est relativement complexe
On a des ondes incidentes qui sont transmises en étant absorbées. On a des ondes incidentes qui sont réfléchies sur les armatures métalliques et donc réabsorbées une deuxième fois. Réabsorbées. On a des ondes incidentes qui sont réfractées à l'intérieur de la paroi en béton et également absorbées lors de leur passage. Les ondes incidentes peuvent être réfractées, mais également réfléchies sur les armatures métalliques. Comme on travaille dans des longueurs d'onde centimétriques, on observe aussi des phénomènes de diffraction et d'interférence. Donc, toutes ces interactions sont multiples et complexes, et je vous invite à consulter nos travaux qui sont relativement récents, si vous voulez aller plus loin dans les explications. Voilà, en conclusion, ces travaux sur le contrôle non destructif par thermographie infrarouge devraient être approfondis, et cette technique, comme toutes les autres, présente à la fois des avantages et des inconvénients. Elle est rapide à mettre en œuvre, quelques centaines de secondes pour obtenir des résultats, comparé à plus de 20 minutes avec les techniques par induction. Elle nécessite cependant une protection des opérateurs au regard de la puissance des micro-ondes. Les études expérimentales ont montré la complexité des phénomènes mis en œuvre lors de la sollicitation, et on espère aller plus loin avec des modélisations numériques qui couplent à la fois les ondes électromagnétiques et les effets radiothermiques à l'intérieur des parois en béton. Voilà, je vous remercie. Merci. Deuxième présentation technique aussi sur la route numérique. Alors, entre-temps, dans le chat, Inas Nadi a fait sa page de publicité. Elle est étudiante et elle cherche un PFE recherche au niveau BTP pour valider son cursus ingénieur master en génie civil. Donc, si les entreprises sont intéressées, et on a vu beaucoup d'entreprises dans le secteur de la recherche, Inès Dali se tient à votre disposition. Emmanuel de Laval, au CERENA, vous travaillez, on parle de la 4G, de la 5G. Eh bien, au CERENA, on parle de la route 4e génération, la 5e génération de la route. Et donc, c'est votre présentation sur la route numérique. En effet, on parle de la route, on parle du numérique, on est totalement dans l'innovation, dans la recherche. Et ben, on vous écoute pour cette présentation qui sera la dernière. Très bien, merci Nicolas. Oui, alors je vais essayer de vous parler de la route numérique. Donc alors pour vous parler de la route numérique, je vais peut-être replacer un peu la route dans l'histoire et puis voir un petit peu les différences du réseau routier. Je pense que c'est un point important à voir. Le réseau routier français compte plus d'1 million de kilomètres et on peut le comparer aux autres réseaux routiers qui sont affichés ici à côté. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir la densité un petit peu de kilomètres pour 1000 habitants ou même le ratio et par kilomètre carré, par 100 km carré, on voit qu'on a quand même un réseau qui est relativement dense par rapport à la moyenne. Ça, c'est pour l'état actuel. Je vais essayer de revenir un petit peu en arrière et rebalayer ce qu'on appelle les différentes routes de génération pour venir, comme tu as pu le dire, Nicolas, sur ce qu'on appellera la route de 5e génération. La première génération, c'est la route que l'on a, qui existait où on ne faisait rien du tout, on circulait dessous. La deuxième, c'est la route que l'on connaît plus facilement, c'est la fameuse chaussée romaine, c'est les chaussées pavées qu'on peut retrouver par endroits au nord, donc des chaussées qui permettaient à l'armée romaine notamment de se déplacer beaucoup plus facilement et rapidement. La troisième génération, on commence à avoir des techniques qui sont structurées. Donc, je pense notamment à chaussée macadam, où on commençait à associer des granulats, des liants, on commence à avoir des matériaux, une chaussée un peu plus structurante. Voilà. Et on a une évolution aujourd'hui. Alors, entre les techniques que l'on avait historiquement et sur la partie gauche, sur la partie gauche, pardon, et sur la partie droite, les techniques que l'on a aujourd'hui, on trouve à peu près les mêmes structures de chaussées avec les mêmes constitutions en partie basse, on appellerait des couches de forme, la partie assise de chaussée qui reprend tous les efforts induits par le trafic lourd et par le dessus des couches de surface qui permettent d'apporter confort et sécurité à l'usager. Donc, historiquement, on faisait ça plutôt avec des dalles. Maintenant, on a des enrobés avec différentes qualités en fonction des besoins que l'on peut avoir. Les catalogues d'entreprise sont très fournis de ce côté-là. La route de 4e génération, c'est la route que l'on connaît aujourd'hui. C'est une route que l'on peut qualifier aussi de passive,
qui est utilisé avec plein de modalités différentes entre la route de campagne que vous pouvez avoir ici à droite, les nœuds routiers à très fort niveau d'exploitation, niveau de trafic, niveau d'usage, tel que vous avez sur la photo de gauche. Et puis après, alors j'ai pris un cas un peu extrême, mais la route, la rue en milieu urbain avec une interaction avec plein d'usagers, plein de problèmes. On revient à connecter aussi ce qui était présenté par le réseau tout à l'heure, la problématique de tous les réseaux qui peuvent se promener en sous-sol, la besoin de les connaître, le BIM éventuellement pour essayer de pouvoir regrouper tout ça en un seul endroit. Voilà. Donc, on a tout ça poussé, et puis, comme ça a été évoqué tout à l'heure par M. Gotland, le numérique aussi, tout ça, on arrive aujourd'hui vers ce qu'on appellera la route de 5e génération, pour répondre à plein de nouveaux besoins, l'accroissement continu des modèles d'intermodalité. On voit qu'on pourra avoir les sites propres en ville qui sont de plus en plus, l'utilisation de bandes d'arrêt d'urgence dédiées, on peut voir notamment sur la région parisienne, la volonté de la gestion raisonnée des ressources qu'on a évoquée avec la notion de recyclage, mais aussi il y a des concepts d'autorépérabilité qui se mettent en place, l'impact environnemental, donc notamment les aspects bruit, les eaux de ruissellement, l'autonome en énergie, un peu ce qui a été présenté par Colas sur Wattway, ou éventuellement être en flux d'énergie positif. On ne rend pas l'horizon de l'impact environnemental, c'est aussi éventuellement de supprimer la perméabilisation ou de la modifier pour permettre à l'eau de s'infiltrer directement dans les sols. Et puis après, on pourrait réfléchir à des aspects de flux de trafic, des voies réversibles, où on pourrait imaginer des voies plutôt que dans 2 fois 3 voies complètement figées. Par exemple, sur l'entrée de ville, on pourrait avoir du 4-2 en fonction des besoins, donc ce qu'on appelle un partage dynamique de l'espace. Et puis après, on va aussi chercher à recourir à avoir une réduction du nombre d'accidents, donc communication intervéhicules. Tous les véhicules qui sortent aujourd'hui, qui sont produits, tous les véhicules neufs, disposent à l'intérieur d'un système qui peut, en cas de choc violent, appeler automatiquement les véhicules, les services d'urgence, par exemple. Alors, la route de 5e génération, au final, ça va être quoi? Ça va être un ensemble de briques. Alors, il y a la route telle qu'on la connaît, mais on va mettre plein de choses. Typiquement, vous retrouvez le Wattway qui était proposé tout à l'heure. On va retrouver en espace urbain la signalisation dynamique à la fois pour les piétons, mais aussi pour les véhicules. On va retrouver tout ce qui est aspect stationnement. Donc, là, en l'occurrence, c'est un concept qu'on peut voir assez facilement aux USA, dans notre pays. Alors, je ne vais pas forcément trouver d'éléments en France, mais en France, on pourra avoir aussi, notamment, il y a le principe de libellule, par exemple, où on va vous aider à vous stationner, à trouver une place dans une zone urbaine, ou même quand on arrive dans des parkings pour se stationner, on va dire s'il y a de la place ou pas de place pour pouvoir rentrer. On va retrouver les routes, les voitures connectées. Typiquement, c'est la photo que vous avez en bas à gauche avec des systèmes d'aide à la conduite. Donc, un véhicule autonome à niveau 3, donc on est capable de conduire en section courante. Le véhicule se calant sur l'environnement et sur les bandes de marquage. On n'est pas encore au véhicule autonome, mais c'est aussi quelque chose qui va être à considérer. Et puis là, il me semble important de bien considérer le fait que si on parle de véhicules autonomes, on aura toujours besoin d'infrastructures pour les faire circuler, ces véhicules. Ça, c'est un point extrêmement important. On peut aussi avoir, sur la page du milieu en bas, tout ce qui est tourné autour de l'aide à la conduite, du déplacement. Alors, en l'occurrence, vous avez des images de Waze, de Google Maps, des outils qui vont en mode collaboratif vous aider à vous déplacer. Alors ça pose un autre problème aux gestionnaires parce qu'avant, pour aller d'un point à un autre, on utilisait tout à fait on utilisait les cartes routières. Aujourd'hui, je serais curieux de voir dans les jeunes qui participent à cette séance qui a déjà utilisé une carte routière pour aller d'un point à l'autre ou ne serait-ce que pour partir en vacances avec une voiture. Voilà, je pense qu'il faut avoir un certain âge pour avoir utilisé ce genre de choses. Et puis, encore un autre concept qui arrive aussi sur la partie droite, là, la volonté de faire des corridors électriques pour les véhicules lourds, donc au-delà de simplement d'avoir des véhicules légers. Alors, tout ça arrive aussi avec un système où on va trouver plein de nouveaux capteurs pour pouvoir se déplacer sur la chaussée, mais aussi pour pouvoir évaluer cette chaussée. On verra pourquoi on a besoin de l'évaluer. Et donc, on a plein de données en face. Donc, évaluer la chaussée. Là, en l'occurrence, je vous ai mis quelques photos. Je ne vais pas trop me regarder dessus. Mais ici, en bas, vous avez par exemple un système LiDAR. Donc là, c'est la marque Leica, mais Trimble en fait aussi, qui permet de scanner automatiquement tout l'environnement. Ici, votre véhicule est équipé de scanners pour scanner son environnement. Là, c'est un proto chez Volvo pour avoir un véhicule complètement autonome en niveau 5. Donc, il analyse tout ce qui se passe. Là, vous avez un équipement qui permet de relever la chaussée, donc pour faire un relevé millimétrique de tous les états de chaussée. Et là, ce que vous avez en partie droite, c'est une prise de vue
en scanning, en lidar 3D dynamique pour reprendre tout l'environnement ferroviaire. Donc vraiment plein d'informations et des informations, des capteurs, des données qui arrivent à la fois par des opérateurs de mesure tels que vous avez là, mais aussi directement mesurées par votre voiture quand vous vous déplacez. Donc aussi des informations qui remontent directement chez les constructeurs. Voilà. Donc tout ça amène à des enjeux importants pour les gestionnaires routiers. Alors, premier enjeu nécessaire, l'optimiser l'entretien des réseaux routiers. Tout à l'heure, on a vu tout à l'heure qu'on avait plus d'1 million de kilomètres de route. Et aujourd'hui, on sera beaucoup moins dans la construction de réseaux neufs que dans la problématique de l'entretien et du maintien du niveau de service. Donc, niveau de qualité, du niveau de confort, du niveau d'adhérence. Voilà. On peut avoir plein d'informations, plein de critères derrière en fonction du besoin. Les gestionnaires doivent aussi faire des moyens financiers qui sont en décroissance. Donc, comment les gérer? Les usagers, eux, ont des revendications. Ils souhaitent pouvoir se déplacer facilement. Toutes les nouvelles technologies d'évaluation de réseau qui apparaissent. Donc, il y en a eu, notamment, je pense à un réseau, mais qui a pu en présenter. Donc, ça, c'est des choses importantes aussi à avoir. Un point important à considérer, c'est qu'on parle de la route, mais la route, ce n'est pas que le ruban de bitume sur lequel on va se déplacer, c'est la chaussée, c'est l'assainissement, c'est la signalisation, c'est les réseaux qui vont être en dessous. Il y a plein d'éléments. Et puis après, il y a deux autres facteurs à considérer. C'est le facteur de la résilience et le facteur de l'adaptation au changement climatique. Résilience, eh bien, typiquement, là, on a vu dans le département des Alpes-Maritimes ce qui s'est passé avec la tempête. Il y a des réseaux routiers qui ont été coupés, donc qui ont privé au secours la possibilité de circuler par voie terrestre. Donc, il a fallu trouver d'autres systèmes. Et puis, l'adaptation au changement climatique. Pour 1976, en France, il y a eu un gros épisode caniculaire. Bon nombre d'enrobés ont bougé, se sont ornirés sous l'action de cette chaleur. Les entreprises ont répondu à la contrainte en modifiant leur formulation, leurs produits. Au jour d'aujourd'hui, on a des produits, des matériaux d'entreprise qui sont beaucoup plus résistants par rapport à des phénomènes climatiques, des températures importantes. Mais on voit que le climat change avec des amplitudes plus importantes. Comment se passera-t-il dans le temps? Quel impact aussi sur les produits d'entreprise? C'est même généralement pour gérer la route, pour l'exploitation. Voilà. Alors, face à ça, pour dire quelques projets que porte le CEREMA, mais comme ça peut être dit tout à l'heure, c'est une communauté complète qui travaille autour de ça. On a, je vous en parlerai de deux globalement, une démarche qui s'appelle JP et qui vise à avoir une gestion patrimoniale intégrée de toutes les infrastructures, c'est-à-dire de ne plus considérer que la route, mais tout ce qu'on va retrouver autour, donc l'entièreté de la plateforme de circulation. Une démarche résilience des infrastructures, donc comment essayer de répondre aux besoins de résilience des infrastructures, quels sont les points vulnérables éventuellement, est-ce qu'on peut admettre cette vulnérabilité, et sinon comment la corriger, jusqu'à quel niveau. On a aussi des travaux en cours avec des collectivités pour améliorer les méthodologies de gestion de réseau, donc j'en parlerai un petit peu, et puis après la conception de nouveaux outils de traitement de données. Si je comprends te voir apparaître, Nicolas, je vais peut-être devoir accélérer, c'est ça? On peut le considérer comme ça, en effet. Merci. Alors, je vais aller très vite. Voilà, on a dans le panel aujourd'hui plein d'équipements, plein de méthodologies de mesure qui existent. Je vais passer assez rapidement. Vous voyez, il y a plein de solutions qui apparaissent. Donc, je vous ai présenté rapidement deux solutions. Une première solution qui a été développée par les collègues de l'IFSTAR, donc maintenant Université Gustave Eiffel, où ils sont partis sur une batterie de smartphones qui sont embarqués par les patrouilles d'exploitation. Toutes les données sont remontées dans un calculateur et ça permet sur la partie droite de sortir un indicateur en bon, moyen, mauvais de l'état de la route. Il y a eu toute une phase quand même de calage et puis il y a malgré tout une investigation complémentaire à faire. Et là, c'est un équipement que l'on a conçu pour le compte de la direction des infrastructures de transport, donc le ministère pour la gestion des routes nationales. C'est un véhicule qui embarque, qui s'appelle Aigle 3D, qui embarque sur l'arrière des têtes de mesure laser et puis qui est capable de faire un scanning de la chaussée. Donc un profil tous les 5 mm en avançant et un point tous les millimètres transversalement. Et là, ici, vous avez quelques exemples de restitution. Donc ici, voilà, sur la chaussée, on avait ce nid de poule et puis derrière, on a retrouvé ceci en termes d'analyse. Bon, je vais passer rapidement ces éléments-là. Là, on se promène sur le périphérique sud de l'île, pas très loin du lycée Baggio. Je vais continuer. Et puis là, ici, il y a un problème détecté. On a pu mettre en face un défaut de chaussée face à un problème de dégradation. Voilà. Donc, c'est des méthodologies qui, derrière, vont permettre aux gestionnaires de mieux agir dans ces prises de décision. Et ce que je voudrais absolument, un point sur lequel je vais finir, Nicolas, je m'arrête là, promis.
c'est que la route, c'est à la fois, je dirais, des matériaux qu'on va utiliser pour construire la chaussée. Donc, on a besoin d'équipes sur le terrain qui sachent construire, qui savent mettre en œuvre correctement les matériels de construction, qui savent construire avec une bonne qualité, parce que c'est aussi une gestion raisonnée des données publiques. Donc, que tout à chacun paye et contribue avec ses impôts. Mais c'est aussi plein d'usages pour répondre aux usagers. Et également, c'est plein de nouvelles approches, dont des approches autour du numérique, de la gestion de la donnée, avec plein de moyens d'y arriver. Avec à la fois des données qui sont en source ouverte, peut-être potentiellement des métiers autour de l'analyse des données qui peuvent exister. Et puis, un point important, mais qui est à considérer, c'est que quand on utilise son téléphone portable, on est le premier fournisseur de données aux Américains ou à d'autres personnes, même avec des voitures modernes, sur comment se comporte le réseau ou l'environnement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Nicolas. Merci, Léal. C'est une contrainte que tout le monde a eue indéniablement, c'est-à-dire en effet pouvoir présenter de façon concise sur des sujets qui mériteraient des développements beaucoup plus importants. L'échange se poursuit dans le chat et merci pour toutes ces présentations qui montrent aussi toutes les perspectives d'avenir et de futur, surtout qu'on est suivi par des professeurs avec des classes d'étudiants. Et je vois qu'il y a aussi un étudiant d'ailleurs, Fatiba Benmou, qui cherche qui a un sujet de recherche dans les questions de béton. Donc, s'il y a des entreprises spécialisées dans le béton, même chose, petite page de publicité, n'hésitez pas, il y a de la recherche. Bernard Duhamel, président de la Fédération régionale des travaux publics, avait présenté la mise en perspective de ce séminaire, mais il va avoir aussi la tâche de conclure cette présentation, l'ensemble de ces présentations, toute cette question sur l'innovation dans les travaux publics. Un grand merci à Nathalie Delforge de l'Aditech qui a fortement travaillé sur ce séminaire, à tous les intervenants, parce que l'exercice est réellement délicat, mais ils se sont tous sortis brillamment et on se reverra quand même indéniablement, parce qu'après, il y a toujours un petit moment convivial. Là, on l'aura peut-être, sûrement pas aujourd'hui. Merci aussi à Yves et Céline qui ont œuvré à la régie, parce que là, on est vraiment en travail de régie pour avoir une présentation dynamique, entraînante et avec interactivité. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions et des chats. Et la conclusion par Bernard Duhamel. Oui, Nicolas, tu m'entends, c'est bon? Parfait. Bon. Oui, à mon tour, je ne vais pas repasser tout le monde, mais je remercie tous les intervenants. Je remercie la communauté d'Aglo qui aurait accepté de nous recevoir. Malheureusement, il en a été autrement. Je vais revenir un peu sur les points qui m'ont marqué de ces présentations. D'abord, je voudrais remercier Emmanuel Delaval qui nous a confirmé qu'on aurait toujours besoin d'infrastructures. Ça me rassure pour l'avenir de nos métiers. On a vu beaucoup de choses, on a vu des nouveaux outils, on a vu des nouvelles méthodes, on a surtout vu que c'est important d'avoir une volonté affirmée d'aller plus loin et de faire mieux. Alors sur l'innovation et sur l'environnement, on a vu ça notamment avec le canal Seine-Nord et avec le Grand Paris. Il y a vraiment des volontés d'aller plus loin. Ce qui à une époque était l'environnement, oui, c'est un facteur, mais c'est compliqué, la logique économique. On sent que tout ça est en train de bouger énormément. On sent aussi que ces enjeux, innovation, environnement, transition écologique, bas carbone, sont pris en compte directement par les entreprises. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais c'est pris en compte de façon proactive. On cherche des solutions, on les cherche pas seulement pour avoir un avantage concurrentiel, mais on les cherche par conviction de l'entreprise. Ce que j'apprécie énormément, et ça a été dit à plusieurs reprises également, c'est que ces sujets ne se conçoivent qu'en partenariat. Et je trouve que c'est extrêmement motivant. Alors, c'est parfois plus difficile parce que certains de nos donneurs d'ordre n'ont pas envie de faire l'effort de changer leurs habitudes, on en a parlé. Mais quand on a un client qui est ouvert, quand on a un maître d'œuvre qui souhaite le faire aussi, quand on a une entreprise sélectionnée qui est dynamique sur le sujet, je pense que ça ouvre énormément de voies, ça ouvre énormément de solutions. Et je pense que c'est extrêmement motivant pour l'ensemble des acteurs, motivant et satisfaisant pour l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Mais c'est difficile pour les entreprises. C'est difficile parce qu'on voit bien que tout s'accélère. Là où on faisait de l'innovation lente, d'assimilation de possibilités, on est maintenant beaucoup plus rapide.
Emmanuel nous a dit qu'il y avait eu 4, voire 5 générations de routes depuis qu'on avait inventé la mule, alors que Wattway, on en est à la 12e version en 4 ou 5 ans. Tout ça va beaucoup plus vite. C'est pas facile pour les entreprises, c'est pas facile pour les donneurs d'ordre. Mais je suis persuadé qu'on est collectivement, et ce mot est important, collectivement en train de construire quelque chose qui va rendre nos métiers différents sur le terrain, mais aussi dans la façon qu'on a de mener à bien les projets. Encore une fois, je vous remercie à tous. Je pense qu'on termine à peu près dans les temps et un grand merci à la région pour l'organisation de ces rencontres. Merci à vous. Au revoir et à bientôt. Dans un an sûrement. Comment, on verra bien.